Donc, le premier cas clinique, on vous dit, une patiente âgée de 20 ans consulte pour une prise de poids récente. Elle mesure 1,50 m et pèse 80 kg. Elle signale souvent une impulsion soudaine à consommer des sucreries. Elle mange sans arrêt de petites quantités d'aliments, surtout en regardant la télévision. Avant de passer aux questions, on va d'abord analyser l'énoncé. Une patiente âgée de 20 ans, elle est jeune, consulte pour une prise de poids récente. Elle mesure 1,50 m et pèse 80 kg. Donc 80 kg pour 1,50 m, c'est trop. Elle signale souvent une impulsion soudaine à consommer des sucreries. C'est quoi l'impulsion soudaine à consommer des sucreries? C'est-à-dire, elle a une compulsion alimentaire. Et elle a une compulsion alimentaire qui est un trouble. C'est un trouble qualitatif de l'obésité. Elle mange sans arrêt de petites quantités d'aliments, c'est-à-dire elle a aussi le trouble qualitatif de l'obésité qui est le grignotage, du surpoids, de l'excès de poids qui sont la compulsion alimentaire et le grignotage. Et surtout en regardant la télévision, c'est-à-dire en regardant la télévision, on m'a pas donc énoncé une activité sportive, donc peut-être elle est sédentaire. Allez, on continue maintenant. Quels sont les deux troubles qualitatifs du comportement alimentaire décrits chez notre patiente? Donc, les deux troubles qualitatifs qui sont décrits chez notre patiente sont la compulsion alimentaire, qui est le fait de manger des impulsions soudaine, elle mange beaucoup de sucreries, donc elle a des impulsions soudaines à consommer beaucoup de sucreries, donc c'est la compulsion alimentaire numéro 1. Et la deuxième, c'est le grignotage, c'est le fait de manger sans arrêt de petites quantités d'aliments. Très bien. Maintenant, on vous dit calculer son poids idéal. Comment je vais calculer son poids idéal? C'est par la formule de Lorentz. C'est par la formule de Lorentz que je vais calculer son poids idéal. C'est-à-dire, je vais prendre sa taille en centimètres. C'est-à-dire 1,50 m. 1,50 m, c'est-à-dire c'est 150 centimètres, moins 100. Je vais faire un moins. Je vais mettre tout entre parenthèses sa taille qui est 150 moins 150 que je vais diviser par 2 parce que c'est une femme. Puisque c'est 150 moins 150, j'aurai 0 sur 2 qui est 0. Et j'ai sa taille en centimètres qui est 150 moins 100 qui va me rester. Bon, c'est un peu... voilà, c'est pas vraiment technique comme ça, juste en le disant. Vous devez l'écrire sur une feuille. Vous allez trouver le poids en kilogrammes qui est 50 kg. Donc son poids idéal, c'est 50 kg. Donc je vais voir, elle a 80 kg. Donc elle est même en surpoids à plus de 20% par rapport à son poids normal. Donc c'est ça, j'ai calculé son poids idéal avec la formule de Lorentz. Maintenant, s'agit-il d'une obésité, d'un excès de poids supérieur à 20% de son poids idéal? Oui. Si oui, quel est le degré de sa sévérité? Comment déjà savoir si c'est une obésité ou non? Je vais calculer l'IMC, l'indice... voilà, je vais calculer l'IMC qui est l'indice de masse corporelle. Comment je calcule l'IMC? C'est le poids en kilogrammes sur la taille au carré en mètres. Donc j'aurai 80 kg, donc 80 sur, je le divise sur, donc on a 1 mètre 50 cm, c'est-à-dire c'est 1,5 mètre. Je divise par 1,5 mètre tout au carré, donc le 1,5 au carré, j'aurai 35,55. Donc l'IMC, je l'ai trouvé 35,55. Il y a un tableau que vous allez trouver, je vais le mettre peut-être en barre d'infos, c'est l'interprétation de l'IMC. Comment interpréter l'IMC? Quand on trouve un IMC 35,55, c'est-à-dire il est placé entre 35 et 40, on dit, quand l'IMC est classé entre 35 et 40, on dit que le sujet est obèse. L'interprétation, c'est une obésité. Donc, s'agit-il d'une obésité? Oui. Après, si oui, quel est le degré de sévérité? Comment savoir le degré de sévérité? C'est-à-dire, je vais voir, est-ce que c'est
modéré ou bien c'est sévère. Est-ce que c'est modéré ou bien c'est sévère? Modéré si c'est à 20 ou à 50% et sévère c'est de 50 à 200%. Là, si je fais un pourcentage, je le trouve entre 20 et 50%, c'est-à-dire c'est une obésité modérée. D'ailleurs, même au niveau de l'IMC, le surpoids se termine à 35 et elle a 35,55, donc elle est presque, donc elle est plus près, ou bien son obésité, elle tend vers le surpoids. Elle tend vers le surpoids plus qu'elle tend vers l'obésité extrême. C'est-à-dire, l'IMC ne se rapproche pas de 40 ou bien de plus de 40, mais il se rapproche de 35. Il est juste à peine plus élevé que le 35. Donc, c'est pas très sévère, c'est modéré. Maintenant, on vous dit en troisième question, donc c'est bon. La quatrième, quels sont les 4 objectifs de votre examen clinique? Les 4 objectifs de mon examen clinique, puisque c'est une obésité, c'est d'apprécier le degré de la surcharge pondérale. Déjà, je dois savoir est-ce qu'elle est modérée ou sévère. De déterminer le type d'obésité, est-ce qu'il est androïde, gyngoïde, mixte ou bien cushingoïde. Je dois rechercher en troisième lieu, je dois rechercher des signes accompagnateurs des vergetures et la cellulite. Et je dois aussi dépister des complications, soit mécaniques, soit respiratoires, soit métaboliques, soit cardiovasculaires, soit autres. Donc, j'ai 4 objectifs. Apprécier le degré de la surcharge pondérale, déterminer le type d'obésité, rechercher les signes accompagnateurs et aussi dépister les complications. Maintenant, on vous dit en cinquième et dernière question du cas clinique numéro 1, quel est le bilan complémentaire biologique à demander afin de rechercher une complication secondaire à une obésité. Donc, on a dit parmi les complications qu'une obésité peut donner, parmi les complications, on a donc des complications mécaniques qu'on va voir. Donc, l'arthrose, elle va ressentir cette douleur. Donc, au niveau respiratoire, on pourra avoir des insuffisances respiratoires chroniques, une apnée de sommeil, etc. Métabolique, il peut y avoir un diabète, l'athérosclérose, la goutte, l'hyperlipidémie, troubles de cycle. Là, je pourrais donner des bilans complémentaires. Par exemple, un bilan lipidémique pour l'hyperlipidémie, un bilan sanguin, par exemple pour le diabète, pour la glycémie. Niveau cardiovasculaire, je peux demander un ECG pour savoir s'il y a une insuffisance cardiaque ou bien un cardiogramme, etc., un téléthorax et tout. Il y a plein de... Il y a plein d'examens qu'on peut donner, mais donc, faut pas tous les donner non plus. Hein. Donc, faudrait donc s'orienter selon ce que la patiente va nous dire. C'est l'interrogatoire, il est très important d'ailleurs. Voilà. Après ça, donc, on peut avoir aussi des cancers, faire des biopsies et tout. Oui, il se peut aussi demander quelques bilans selon vers quoi cette obésité vous oriente. Là, on a une obésité qui est pas sévère, qui est modérée. Donc, je vais pas demander beaucoup de bilans complémentaires. Voilà, juste parce que peut-être je vais la conseiller de faire du sport, de changer de mode de vie. À 20 ans, elle est assez jeune. De consommer moins de sucreries, surtout elle mange beaucoup de sucreries. Et ben, le bilan complémentaire vraiment à demander, c'est un bilan sanguin pour confirmer qu'elle n'a pas de diabète peut-être. Voilà, donc c'est ça qu'on doit demander. On passe au cas clinique numéro 2. Un sujet de 50 ans signale une prise de poids progressive depuis qu'il ne fume plus. Donc là, on a un sévrage au tabac. Il mesure 1,70 m et pèse 80 kg. De plus, depuis 2 mois, il signale des douleurs aux 2 hanches et genoux. C'est-à-dire, il a quoi? Il a des complications mécaniques de l'obésité. La douleur aux hanches et aux genoux. On sait que c'est une complication mécanique de l'obésité. C'est ce qu'on appelle la cosarthrose quand c'est au niveau des hanches et la gonarthrose quand c'est au niveau des genoux. Donc, on vous dit qu'il a consulté à plusieurs reprises mais sans aucune amélioration. Pensez-vous qu'il soit obèse? Bon, ben oui, il peut ne pas être obèse quand même. Hein.
parce que donc il a arrêté de fumer, c'est normal qu'il va prendre du poids. Maintenant, 1,70 m et il a 90 km, oh non, 90 kg, et il peut aller vers l'obésité là. Surtout s'il mange trop et tout, mais là, je suspecte l'obésité. Si peut-être c'est à cause des douleurs au niveau des hanches et des genoux. Plus, on vous dit de plus depuis 2 mois. C'est-à-dire, il n'a aucune amélioration. C'est-à-dire, il est encore en train de prendre du poids. Donc là, il peut donc, ce surpoids pourra évoluer vers une obésité, mais je crois pas qu'il soit obèse parce que déjà c'est juste le fait qu'il a arrêté de fumer, c'est la conséquence de l'arrêt du tabac qui lui a donné ce surpoids. Maintenant, quel est le plus probable facteur déclenchant de son anomalie pondérale? C'est le sévrage au tabac. Et citer 4 autres types de circonstances déclenchantes. Quels sont les 4 autres types qui déclenchent donc l'anomalie pondérale? Surtout l'excès donc du poids, c'est soit le choc émotionnel, soit les modifications hormonales, la puberté, la contraception, la ménopause, la grossesse. Elles vont aussi donner un excès de poids, soit la réduction de l'activité physique, la sédentarité aussi. On a aussi les traitements par les dérivés cortisoniques, les corticoïdes, les antidépresseurs, et les neuroleptiques qu'on donne en psychiatrie. Donc tout ça, c'est des facteurs déclenchants. Citez les troubles quantitatifs du comportement alimentaire que vous connaissez. Les troubles quantitatifs, je sais qu'il y a la polyphagie, qui est le fait de manger beaucoup par élévation du seuil de la satiété. On vous dit aussi citer les troubles de comportement alimentaire qualitatif. On a 3. On a la compulsion alimentaire qui est une impulsion soudaine à consommer un aliment donné. Le plus souvent, c'est glucidique. Le grignotage, c'est le fait de manger sans arrêt de petites quantités. Et on a aussi la boulimie qui est en dehors de toute faim. C'est l'ingestion en dehors de toute faim de grandes quantités d'aliments de toutes sortes. Voilà. Donc la boulimie, c'est plus donc psychique et psychiatrique. Et on a le grignotage et la compulsion alimentaire, c'est des comportements qui sont le plus souvent des réflexes de défense contre l'anxiété et le stress. Je suis anxieux, je suis stressée, je vais me mettre à manger des petites quantités à plusieurs reprises, ou bien je vais me mettre à consommer beaucoup de glucides pour atténuer ce stress et cette anxiété. On vous dit maintenant quels sont les signes accompagnateurs à rechercher à l'examen clinique chez tout sujet obèse. Chez tout sujet obèse, les signes accompagnateurs à chercher, c'est les vergetures et la cellulite. 6e question, que pensez-vous des douleurs présentées par notre sujet? Donc, les douleurs aux 2 hanches et genoux, je crois que c'est un problème d'articulation, suite peut-être à cette prise de poids. Qui lui a donné des complications. Donc, cette prise de poids lui a donné des complications du fait qu'il ne peut pas bouger, que voilà. Et voilà, généralement ces complications, on les trouve plus chez le sujet obèse, mais elles se sont manifestées chez lui. C'est des complications mécaniques du fait de ce surpoids. Donc voilà. Maintenant, en 7e question, quels sont les conseils à donner à notre patient? Déjà, je vais lui donner le conseil de faire de l'activité physique, en moins une marche rapide un jour sur 2. Voilà, 30 minutes de marche rapide un jour sur 2. Et c'est quoi la marche rapide? C'est le fait que si je marche avec quelqu'un, je peux pas lui parler parce que tu marches rapide, ou donc tu peux pas parler avec quelqu'un et tu ne dois pas t'arrêter. C'est ça la marche rapide. Et donc je vais lui dire de bouger pour ralentir le processus de cette arthrose, si c'est une arthrose. Donc c'est ces douleurs-là qui se présentent dans ses genoux et ses hanches. Et peut-être aussi de mettre des huiles pour soulager ces douleurs. On passe au cas clinique numéro 3. Un patient vous est adressé pour obésité. Vous constatez à l'examen clinique que l'obésité siège
essentiellement au tronc et qu'il existe un faciès lunaire et un buffalo-neck. C'est quoi un faciès lunaire? C'est une face comme une lune, sous forme de lune, et un buffalo-neck, c'est la bosse du chameau dans le haut du dos. De quel type d'obésité s'agit-il? Donc, elle est facio-tronculaire, c'est l'obésité cushingoïde. C'est typiquement le syndrome de Cushing qu'on nous a décrit à l'examen clinique. Obésité au tronc, un faciès lunaire et buffalo-neck, c'est le syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing, juste entre parenthèses, c'est en rapport avec un hypercorticisme. Un hypercorticisme, c'est un excès de glucocorticoïdes au niveau des tissus. Donc, on vous dit maintenant le type d'obésité, c'est l'obésité cushingoïde. Citez les 3 autres types d'obésité existants. On a l'obésité androïde, on a l'obésité gingoïde et on a l'obésité mixte. Obésité androïde, il y a la prédominance à la partie supérieure du corps et à la paroi abdominale. Gingoïde intéressant surtout la ceinture pelvienne, bassin et hanches et les membres inférieurs. Et l'obésité mixte qui est une obésité globale qui va donc jumeler l'androïde et la gingoïde. Et on a cette obésité qui est présente dans ce cas clinique qui est la cushingoïde, qui est une obésité facio-tronculaire. Très bien. Maintenant, on a vous demandé un bilan biologique et vous constatez à plusieurs reprises que la glycémie à jeûne est de 2 grammes par litre. Donc, elle est très élevée parce que la glycémie, là, vous devez le prendre en note. L'hypoglycémie, on dit que le sujet il est hypoglycémique si sa glycémie, donc le taux de glucose dans le sang, est inférieur à 0,6 g par litre. On dit que la glycémie est normale lorsqu'elle est entre 0,7 g par litre et 1,1 g par litre. Mais après 1h30 de repas, on tolère qu'elle soit inférieure à 1,4 g par litre. Et on parle d'une hyperglycémie à jeûne quand c'est supérieur à 1,1 g par litre. Et là, ça dépasse amplement le 1,1 g par litre. Quand concluez-vous donc, cette personne, elle est en hyperglycémie. Donc, c'est une personne diabétique. Qui a le syndrome de Cushing, qui est l'excès de glucocorticoïdes. Donc, elle est diabétique. Quels sont les autres troubles biologiques retrouvés chez les sujets obèses? Donc, il y a d'autres troubles, bien évidemment, biologiques. Où est-ce que je suis là? Biologiques qui sont retrouvés au niveau, donc chez les sujets obèses. Il y en a bien sûr des troubles biologiques comme le diabète. Là, on l'a dit, c'est un trouble biologique. L'athérosclérose, par exemple, qui est donc la plaque d'athérome qui va se mettre dans les artères et tout, de grand et de moyen calibre. On a la goutte, on a l'hyperlipidémie, on a les troubles du cycle. Voilà, toutes ces complications-là biologiques qui vont être retrouvées chez le sujet obèse. Maintenant, décrire les vergetures retrouvées à l'examen clinique chez ce patient. Chez ce patient, les vergetures vont être comme des stries. Ces stries vont être plus ou moins longues et plus ou moins larges. Et dans le syndrome de Cushing, ces vergetures, on va les trouver larges et étendues, blanchâtres ou rougeâtres, siégeant au niveau de l'abdomen, des cuisses, parfois des seins. Elles correspondent à la rupture des fibres élastiques du derme. Donc, bien évidemment, leur constitution est rapide et on les voit bien évidemment nombreuses dans ce type d'obésité cushingoïde. Maintenant, on vous dit quelle est l'étiologie la plus probable de l'obésité chez ce patient. Donc, on l'a dit depuis le début, c'est le syndrome de Cushing. C'est un trouble endocrinien. Et on vous dit citer 2 autres étiologies ou causes de l'obésité. Donc, les autres causes de l'obésité, donc ça peut être les causes de l'obésité, il se peut donc qu'elles soient en rapport avec le fait, donc elle peut être déjà constitutionnelle depuis la naissance, elle peut être psychogène, donc comme l'anorexie mentale, c'est psychique.
Elle peut être neurologique, par exemple des lésions diencéphaliques par traumatisme crânien, par une tumeur cérébrale. Et elle peut être aussi causée par une alimentation pas saine, c'est-à-dire des excès de lipides, d'alcool et tout, peuvent causer une obésité. On a terminé avec le cas clinique numéro 3, on passe au cas clinique numéro 4. Un sujet de 25 ans consulte pour excès pondéral à l'interrogatoire. Il vous signale que son père et sa mère sont aussi suivis pour le même type de trouble, c'est-à-dire un excès pondéral. Ça pourrait être héréditaire. Concernant son régime alimentaire, il vous signale qu'il mange presque tous les jours des farineux, pâtes ou couscous. Il mesure 1,75 m 75 et il pèse 90 kg. Calculer son poids idéal. Comment on va calculer son poids idéal? Par la formule de Lorentz, c'est-à-dire tout simplement le poids, on va le prendre, on va l'avoir en kilogrammes en faisant la taille en centimètres, c'est-à-dire 1,75 m, ça veut dire 175 cm. On va soustraire le 100 entre parenthèses, moins tout entre parenthèses, 175 moins 150 que je vais diviser par 4 parce que c'est un homme. Je vais trouver le poids idéal de ce monsieur qui est 68,75 kg. Donc 68 et 750 grammes, donc 68 kg et 750 grammes, et lui il a 90 grammes, donc il est quand même en surpoids, il a un excès pondéral, comme ils ont dit. Citer l'autre façon permettant d'évaluer approximativement le poids du sujet. Donc la façon approximative qui va me permettre d'évaluer le poids de mon sujet, c'est le nombre de centimètres. C'est le nombre de centimètres. Donc le nombre de centimètres. Après, donc c'est le nombre de centimètres au-dessus du mètre. Voilà, après le mètre, on a les centimètres. C'est ces centimètres-là qui correspondent approximativement au poids idéal. Donc là, il a 1,75 m. Donc, approximativement, il doit avoir 75 kg. Plus ou moins. Donc, quelle est maintenant en troisième lieu, quelle est la cause la plus probable de l'obésité chez donc notre malade? Chez notre malade, elle peut être donc la cause la plus probable, c'est qu'elle soit constitutionnelle. Donc, voilà, c'est la cause la plus probable parce que déjà, il y a des gens qui mangent trop, mais ils ne sont pas obèses. Ils ne sont pas pour autant voilà, en surpoids ou voilà. En plus, même son alimentation, elle n'est pas trop saine. Hein. Donc, il y a, dans son alimentation, il y a un excès de lipides et aussi constitutionnellement, sa mère et son père ont aussi ce problème, soit parce qu'ils ont tous donc un régime alimentaire qui n'est pas sain, qui n'est pas équilibré, riche en lipides. Donc c'est ça. Donc la cause la plus probable, donc c'est son alimentation. C'est l'excès en lipides. C'est l'excès en lipides. Citer les complications qui peuvent apparaître si le sujet ne suit pas de régime alimentaire. Donc s'il ne suit pas de régime alimentaire, les complications, déjà, c'est qu'il va devenir obèse ou bien il va avoir même une obésité extrême. Il peut avoir des complications mécaniques comme l'arthrose, comme les troubles de la statique vertébrale. Il peut avoir des complications respiratoires comme l'insuffisance respiratoire chronique. Il peut avoir des syndromes d'apnée du sommeil, c'est-à-dire des arrêts de flux aérien pendant 10 secondes, plus de 5 fois par heure lors du sommeil. Il peut avoir des troubles métaboliques, surtout le diabète, l'athérosclérose, la goutte, l'hyperlipidémie, les troubles du cycle. Il peut avoir des complications cardiovasculaires, l'HTA, l'insuffisance coronaire, l'insuffisance cardiaque, l'AVC par thrombose artérielle. Il peut avoir beaucoup de pathologies. Aussi d'autres complications comme la stéatose hépatique, la lithiase vésiculaire, les cancers, parce que l'obésité est associée à un risque accru de cancer de la prostate, du colorectal, voilà, de l'endomètre, des voies biliaires, etc. Donc, aussi, voilà, c'est des complications. Aussi, il peut avoir des implications psychosociales parce que, oui, l'obésité, malheureusement, c'est une source de préjudice et de discrimination sociale. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on vous dit
Que recherchera l'examen clinique dans ce cas particulier? Dans ce cas particulier, donc je vais rechercher. Bon, je sais est-ce qu'il déjà il a une surcharge pondérale. C'est quoi le type de son obésité? Donc là, c'est clair qu'elle n'est pas cushingoïde. Donc elle pourrait être androïde. Et puis on aura donc sur ce, je vais rechercher les signes accompagnateurs qui sont les vergetures et la cellulite. Voilà aussi, je vais rechercher le degré de ma surcharge pondérale pour voir est-ce qu'il est obèse ou bien est-ce qu'il est en surpoids et pour lui donner un régime alimentaire qui va l'aider. Maintenant, si je vais définir les vergetures et la cellulite, les vergetures, ce sont des stries plus ou moins longues et plus ou moins larges, blanchâtres ou rougeâtres, siégeant au niveau de l'abdomen, des cuisses, parfois des seins. Elles s'accompagnent à la rupture, elles correspondent elles correspondent à la rupture des fibres élastiques du derme. Elles se voient dans les obésités de constitution rapide et sont particulièrement nombreuses dans l'obésité cushingoïde. Maintenant, la définition de la cellulite, c'est un épaississement de la peau qui va nous donner un aspect de peau d'orange. Elle siège essentiellement au niveau des hanches et des cuisses. Très bien. On passe au cas clinique numéro 5. Vous recevez à votre consultation une jeune patiente âgée de 20 ans qui pèse 50 kg pour une taille de 1,75 m. Là, elle est en sous-poids. Elle a toujours eu le même poids, a essayé par tous les moyens de l'améliorer, mais sans grand résultat. L'examen clinique est par ailleurs strictement normal. Donc, quel est le terme sémiologique utilisé pour désigner l'état pondéral de cette personne, de cette patiente? Donc, c'est la maigreur. Là, on parle de maigreur. C'est clair qu'on parle de maigreur puisque tout est normal à l'examen clinique. Comment on pourrait définir la maigreur? La maigreur, c'est une insuffisance pondérale qui est non pathologique. Il s'agit d'un état constitutionnel, c'est un poids insuffisant depuis l'enfance ou l'adolescence, qui est stable et qui ne s'accompagne pas d'aucun trouble, On vous dit maintenant, pensez-vous qu'un quelconque traitement soit nécessaire? Non, il n'y a aucun traitement qui est nécessaire. C'est constitutionnel, c'est ta taille et c'est normal. Donc, devant un tel tableau clinique, quel est l'autre diagnostic à soulever? Donc, cette personne, on vous dit là qu'elle a essayé par tous les moyens d'améliorer son poids. Donc, là, je vais essayer de voir ce qu'il y a. Il y a eu des complications parce qu'elle pourrait, elle pourrait, il se peut qu'elle a introduit à l'intérieur de son corps des substances toxiques, chimiques, etc. Donc, je vais essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas eu de complications. Après tous ces moyens, je vais explorer les moyens qu'elle a utilisés pour augmenter son poids. On vous dit, calculer le poids idéal de cette patiente ainsi que le taux de déficit pondéral existant. Donc, comment on va calculer? Tout simplement, elle a 1,75 m, toujours la formule de Lorentz, 175 moins 100, moins, je mets tout entre parenthèses, moins 75 moins 150, puisque c'est une femme, je vais diviser par 2, je trouve 62,5 kg, c'est-à-dire son poids idéal, c'est 62,5 kg. Elle a 50 kg. Donc, quel est le déficit pondéral existant? Je vais soustraire le 50 kg de 62,5 kg. Je trouve qu'elle est en déficit de moins 12,5 kg. C'est-à-dire, elle est en sous-poids de 12,5 kg. Maintenant, on vous dit quels sont les conseils à donner à cette patiente qui a consulté divers médecins et qui a intégré divers mixtures. Déjà que c'est pas bien ce qu'elle a fait déjà et que ces substances chimiques ne sont pas bonnes et qu'elle devrait plutôt, si elle veut augmenter, déjà que c'est normal et que c'est normal et que si elle s'accepte comme ça,
c'est bien. Sinon, il y a des méthodes, bien évidemment, comme la musculation. Une musculation chez un coach on va lui donner bien sûr comment elle doit faire ce sport, cette activité sportive. Un régime, elle peut faire un régime hypercalorique sans augmenter le volume des repas. C'est-à-dire, elle va manger plus de calories, mais elle va pas augmenter le volume des repas. Et puis, c'est tout, mais c'est pas pathologique, c'est pas du tout pathologique et il faudra pas s'inquiéter. Maintenant, on a le cas clinique numéro 6. Une patiente de 45 ans consulte car depuis un mois, elle signale une prise de poids quotidienne de 600 grammes environ. Chaque matin au réveil, elle présente une bouffissure du visage et le soir, ses pieds sont tuméfiés. Quelle est la cause la plus probable de l'ensemble de ces signes? La cause la plus probable de l'ensemble de ces signes, c'est l'œdème. Bien évidemment que c'est l'œdème. C'est l'œdème, bien évidemment. Donc, il y a une prise de poids quotidienne. Déjà, il y a une prise de poids quotidienne qui ne dépasse pas ou bien qui est égale ou bien supérieure à 500 grammes, qui est rapide. En plus, quand elle se réveille le matin, il y a les bouffissures et il y a les pieds tuméfiés, donc c'est l'œdème bien évidemment. Donc maintenant, on vous dit définir ce symptôme. C'est quoi l'œdème? L'œdème, les œdèmes, c'est quoi? C'est des infiltrations sous-cutanées en rapport avec une rétention hydrique. C'est-à-dire, c'est un surplus de liquide qui va entraîner un excès de poids aux dépens du secteur liquidien extracellulaire. L'existence doit soupçonner devant l'existence des œdèmes, elle doit être soupçonnée devant toute prise de poids quotidienne égale ou supérieure à 500 grammes et d'une façon rapide comme c'est le cas ici. On vous dit que doit-on chercher à l'examen clinique? À l'examen clinique, je dois chercher quoi? Donc, à l'examen clinique, je dois d'abord chercher c'est quoi le siège de ces œdèmes. Est-ce qu'il est localisé dans des régions, par exemple dans les régions déclives, chez les personnes alitées, chez les personnes non alitées. Je vais voir. Puis, est-ce qu'il est ce siège-là, là, c'est pas une personne alitée, donc je vais voir quelles sont les régions où ces œdèmes est-ce qu'ils sont localisés déjà, ou bien généralisés avec des épanchements, ce qui va me donner la nasarque. Je vais voir aussi leur aspect à l'inspection. Je vais voir une augmentation de volume, la région de la peau est lisse, elle est luisante avec effacement des saillies et des méplats. Je vais voir à la palpation le signe du godet. Je vais presser mon doigt comme ça qui va laisser une empreinte sur la peau. Je vais voir aussi l'aspect de ces œdèmes, voilà, en fonction de leur cause. Parce que si c'est rénal ou hépatique, je vais avoir un type d'œdème qui est blanc, mou, indolore, qui n'est pas douloureux, qui garde bien le godet. Si c'est un œdème cardiaque, je vais avoir un œdème de rosé ou rouge violacé, douloureux, ferme, gardant bien le godet, etc. En plus, je vais voir aussi, est-ce qu'il est récent ou ancien? Donc, s'il est mou, il prend bien le godet, je vais dire il est récent. S'il est ancien, je vais dire il est ferme. S'il est ancien, je vais le trouver qu'il est ferme et il est douloureux. Donc, c'est tout ce que je vais rechercher à mon examen clinique. D'abord, je vais voir le siège de ces œdèmes, l'aspect de ces œdèmes et comment ils se manifestent, leur aspect, etc. Voilà, l'inspection à la palpation et après je vais rechercher la cause de ces œdèmes que je vais voir déjà à l'inspection comment ils sont leur aspect et aussi je pourrais faire des examens complémentaires. D'accord. Donc, quelle est la cause la plus probable de ce symptôme? Donc, l'œdème, généralement, c'est rénal. C'est rénal, généralement. Voilà, le syndrome néphrétique, la glomérulonéphrite aiguë. Voilà. Et comment je vais le confirmer? Je pourrais faire un examen voilà, des urines. Voilà. Voilà, à la palpation, je vais déjà différencier l'origine et tout. Donc, voilà, je vais faire un examen clinique déjà qui est bon. Puis, il y a des examens avec lesquels euh, je pourrais compléter. Quelles sont les différentes étiologies responsables de ce symptôme? Elle pourrait être, comme on a dit, rénale ou bien hépatique comme la cirrhose, par exemple. Elle pourrait être aussi cardiaque, comme l'insuffisance cardiaque globale ou droite.
Le cas clinique maintenant numéro 7, donc on va bientôt finir. Un homme de 60 ans consulte pour une perte de poids de 10 kg en un mois. Il n'a plus d'appétit, il est très fatigué, il tousse et crache du sang depuis 15 jours. Donc, on vous dit réécrire ce texte en utilisant des termes techniques. Donc, j'ai un homme de 60 ans qui consulte pour un amaigrissement de 10 kg d'une façon rapide avec anorexie et asthénie. Et c'est accompagné d'hémoptysie, c'est-à-dire les crachats, les toux de sang. On vous dit de quelle anomalie de poids s'agit-il? Donc, il y a un amaigrissement. Il y a un amaigrissement, bien évidemment. Avec anorexie, donc il n'a plus d'appétit. Que doit-on chercher à l'examen clinique chez le patient? Déjà, je vais rechercher quoi à l'examen clinique? Je vais rechercher le panicule adipeux, comment il est, est-ce qu'il y a un amaigrissement important, la peau, est-ce qu'elle est flasque, voilà. Après, je vais voir l'état des masses musculaires, les bras, les mollets, voilà. Je vais à la recherche de l'étiologie. Je vais voir les causes de mon amaigrissement, puisqu'il y a l'anorexie, c'est quoi l'origine, voilà. Maintenant, on vous dit quels sont les examens complémentaires simples à demander. Les examens complémentaires à demander. Donc, déjà, l'hémoptysie, je dois voir c'est quoi le problème. Pourquoi j'ai une hémoptysie? Il n'a plus d'appétit. Donc ça, il peut avoir une maladie grave. Hein. Il peut avoir une maladie vraiment très grave. Quelle est la cause la plus probable de ces différents symptômes? Donc les causes de perte de poids. Donc il peut qu'il soit en dépression nerveuse. Il peut qu'il y ait des ulcères ou bien un cancer ou bien une tuberculose. Maintenant, on vous dit un enfant de 13 ans est adressé pour des douleurs abdominales. Il boit énormément et urine beaucoup depuis 10 jours. Il a perdu en un mois 15 kg, mais son appétit est toujours conservé. C'est-à-dire, il a un amaigrissement, mais son appétit est toujours conservé. Là, il urine beaucoup, mais il boit beaucoup aussi d'eau. Il a des douleurs abdominales. Réécrire le paragraphe en utilisant des termes techniques. Donc, c'est un enfant de 13 ans, il a des douleurs abdominales, il est en polyurie, en polydipsie, il a un amaigrissement, mais son appétit, elle est toujours là, elle est réservée. Donc, on vous dit quelle est la cause la plus probable de ces différents symptômes. Donc, quelle est la cause? Donc, avec ces symptômes qu'on nous a donnés. Donc la cause, déjà, il a des douleurs abdominales. Il a des douleurs abdominales, c'est-à-dire, donc, il pourrait avoir une déshydratation intracellulaire, parce que déjà, il a une soif intense, il a des troubles digestifs, il a des troubles digestifs déjà, donc ou bien il pourrait même être en déshydratation globale. On vous dit donc l'interne, donc quelle est la cause la plus probable et ses différents symptômes. S'il a donc une déshydratation, il a déjà une soif intense. On a dit il a des pertes digestives, mais donc si on dit que c'est une déshydratation globale et il a déjà ses douleurs, c'est clair. Il a une polyurie. C'est ça. Donc maintenant, on vous dit l'interne de garde signale que la respiration du jeune patient mis en observation est particulière. Quel est le type, ce type respiratoire particulier? Donc c'est clairement la polypnée. Maintenant, on va dire donc
voilà, donc il respire une respiration superficielle, mais d'une façon très rapide. Comment confirmer l'affection que nous suspectons chez ce jeune patient? C'est une déshydratation. Je pourrais faire le pli cutané de déshydratation et je pourrais faire aussi des bilans voilà, urinaires, etc. Maintenant, on a le dernier cas clinique, c'est qu'on a l'interne de garde est appelé au pavillon des urgences auprès d'un patient qui présente un pli cutané, donc ça a une déshydratation et une hypotonie des globes oculaires. Hypotonie des globes oculaires, je pense à la déshydratation extracellulaire. De quel syndrome s'agit-il exactement? C'est quoi? C'est la déshydratation extracellulaire pour l'instant. Maintenant, on vous dit quels sont les autres signes de la déshydratation extracellulaire. J'aurai déjà la peau qui perd son élasticité normale, j'aurai l'hypotonie des globes oculaires, j'aurai une hypotension artérielle, j'aurai une tachycardie, j'aurai une oligurie et j'aurai aussi une perte de poids. Maintenant, l'oligurie, si c'est des pertes digestives et la polyurie si c'est des fuites rénales. Donc maintenant on vous dit en deuxième question, ce patient est en fait mis en observation pour suspicion du choléra. Ok. Quels sont alors les résultats de la natriurèse? Donc le choléra, il aura une oligurie, il aura des pertes digestives. Donc ok, puisqu'il a des pertes digestives, il aura une oligurie. Donc il aura des vomissements et de la diarrhée. Ok. Quelle est l'anomalie pondérale que l'on retrouvera chez ce malade? Donc c'est une déshydratation extracellulaire. Après 4 heures d'évolution, le patient présente une soif intense à l'examen clinique et l'examen clinique révèle une sécheresse de la muqueuse jugale. Donc sécheresse de la muqueuse, soif intense, là c'est clair que c'est la déshydratation intracellulaire. On vous dit quels sont les autres signes cliniques que l'on peut retrouver chez ce patient. Donc, c'est-à-dire notre déshydratation extracellulaire, elle a évolué vers une déshydratation intracellulaire. On aura une soif intense, une sécheresse des muqueuses qui se recherche au niveau de la muqueuse jugale. Donc déjà, c'est la sécheresse des muqueuses jugales. On a la polypnée, la fièvre, les troubles de la conscience, la perte de poids importante. C'est le cas. Maintenant, on vous dit, cinquième question. Attends, là. Voilà. Là, la quatrième, on a terminé. La cinquième, quel est le nouvel état présenté par le patient? C'est une déshydratation intracellulaire. Citez d'autres étiologies en rapport avec une anomalie de l'hydratation. Donc on a dit c'est par exemple là c'est des pertes digestives, mais on peut avoir aussi des causes rénales où on aura une polyurie avec une natriurèse élevée qui va être supérieure à 2 grammes par jour. C'est l'insuffisance rénale chronique. Donc parmi les autres étiologies, on aura une insuffisance rénale chronique. Voilà, donc voilà les réponses. Je vais vous ajouter le tableau où vous allez interpréter l'IMC. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le montrer en likant cette vidéo, en la partageant autour de vous pour aider les autres et en commentant pour me faire plaisir et pour m'encourager à continuer. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de fatigue qui soit et on est des machines et on va tout déchirer.